Salut YouTube, c'est pour la rediff. Ça va? Ça va bien? Ouais, génial. On est le 3... le 3 octobre, si ça t'intéresse. Voilà, voilà, voilà. Voilà, voilà, voilà. Alors, j'ai pris le bouquin des 1000 ans de contes, parce que c'est des bouquins un peu rapides et tout. Et voilà, je trouve ça pas mal pour commencer. Bon, moi par contre, j'ai le son beaucoup trop fort. Je vais le baisser en ce qui me concerne. Voilà. Donc on va attaquer avec un petit conte, un texte de René Guichot, ce bon René Guichou d'ailleurs, qu'on connaît tous et qu'on salue hein, humblement, qui date d'août 88, hein, qui a été publié dans le magazine Toupie, je sais même pas ce que c'est comme magazine, et qui se nomme Le Petit Lapin qui voulait être roi. Ça va au niveau de la musique? Est-ce que la musique est pas trop forte par rapport au son de ma voix? Dites-moi. Il était une fois un petit lapin qui voulait être roi. Un beau matin, il sortit de son terrier et courut à la clairière des petits lapins, puis il dit « Petit lapin, je veux être roi !» « Tut, tut, tut !» dirent les petits lapins. Ils parlent tous en même temps, c'est important. Pour être roi, il faut une couronne de roi. C'est vrai que c'est logique, j'admets. Alors le petit lapin partit à la recherche d'une couronne de roi. En chemin, il rencontra l'écureuil perché et il demanda « Écureuil, où trouverai-je une couronne de roi ?» L'écureuil répondit « cherche ici, cherche là. » On peut toujours compter sur les écureuils parce que c'est précis, quoi. C'est précis comme indication. Et comme il disait cela, il cueillit 3 feuilles de châtaignier. « Tiens, petit lapin, c'est pour toi. »« Merci !» dit le petit lapin. Il fabriqua une couronne avec ses 3 feuilles de châtaignier. Vite, il courut à la clairière des petits lapins et il cria. « Petit lapin, je suis le roi !»« Tête, tête, tête !» dirent les petits lapins. « Pour être roi, il faut une couronne de roi et un sceptre de roi. »« Bonjour Florange !»« Bonjour, bonjour. Bonjour, comment ça va ? » « Bah ça va très bien. Petit dimanche, tout va bien. Il pleut, c'est terrible, mais sinon, la vie se porte bien. Et merci à toi de discuter sur le chat. Alors le petit lapin partit à la recherche d'un sceptre de roi. En chemin, il rencontra le chien et il demanda « Chien !» Alors, il dit chien, mais pas dans une optique d'insulte, hein. Parce que c'est un chien. « Chien, où trouverai-je un sceptre de roi ?» Le chien répondit « Cherche encore ici et cherche encore là. » Installe-toi, ça fait bien d'avoir une nouvelle tête par ici. Merci Florange, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça fait très plaisir. Alors, cherche encore ici, cherche encore là. Et comme il disait cela, il déterra un poireau d'un potager voisin. Ça commence à... il y a une image qui est fantastique. Je sais pas si vous allez la voir. Je vais essayer de vous faire la mise au point. Mais le lapin... Pour info, je suis une fille et... Ah bah, écoute... Ok, très bien. Je note ça dans mon carnet. J'adore la tête du lapin. Et il est fier en plus, hein. Vraiment, il flex. Il flex, c'est incroyable. Hop. Il prit le poireau comme sceptre et comme couronne, les 3 feuilles de châtaignier. Vite, il courut à la clairière des petits lapins. Il cria « Petit lapin, je suis le roi !»« Tut, dirent les petits lapins. Ils commencent à être chiants, hein, les petits lapins. Hein. Pour être roi, il faut une couronne de roi, un sceptre de roi et des gardes du palais. Mais en fait, ils auraient pu fournir une fiche explicative assez claire dès le départ, en disant « Tu vas être roi, ok ?» Parce que, je vous spoile pas, mais ça continue quand même pas mal par la suite. J'aime trop les lapins et la voix et j'adore. Bah, on essaie de faire des voix au maximum. Donc il faut un garde des palais. Alors le petit lapin partit à la recherche des gardes du palais. Il rencontra un cheval, une poule, le chien et l'écureuil et il demanda. Écureuil, chien, poule et cheval, où trouverai-je les gardes du palais ? L'écureuil, le chien, la poule et le cheval répondirent dans un français parfait. Hein. Attention, dans un français parfaitement limpide.
Écoute, petit lapin, nous serons les gardes de ton palais. À mon avis, surtout qu'ils sont bien contents de pouvoir bouffer du fourrage à l'œil. Merci, dit le petit lapin. Il prit l'écureuil, le chien, la poule, le cheval comme garde du palais, le poireau comme sceptre, et comme couronne, les 3 feuilles de châtaignier. Vite, ils coururent à la clairière. Cette fois, le petit lapin cria très très fort. « Petit lapin, je suis le roi !» dirent les petits lapins qui commençaient un petit peu à casser les couilles. Pour être roi, il faut... Stop, cria le petit lapin. Ah, il a trouvé aussi. Il a trouvé aussi que ça commençait à faire beaucoup. J'ai trouvé une couronne de roi, un sceptre de roi et les gardes du palais, et vous ne voulez pas que je sois le roi? Garde, attrapez les petits lapins! Ah, c'est ce genre de roi donc. c'est un roi qui part très vite en vrille. Alors les gardes attrapèrent les petits lapins et les enfermèrent dans leur terrier. Et ils montèrent la garde. Le roi petit lapin resta tout seul dans la clairière, mais bientôt il s'ennuya. Bah oui, tu m'étonnes. Non, faut pas déconner quoi. Il chercha ce qu'il pourrait faire. Il chercha si bien qu'il trouva une balle dans les fourrés. Vite, il courut vers les terriers des petits lapins et il dit: Garde du palais, libérez les petits lapins. Et il ajouta: Petit lapin, je ne suis plus roi, maintenant je suis footballeur. C'est un changement drastique de plan de carrière quand même, hein. Tu me diras, il gagnera peut-être mieux sa vie. On sait pas. Dirent les petits lapins. Pour jouer au football, il faut beaucoup de joueurs. Justement, dit le petit lapin. Nous sommes beaucoup de petits lapins. Et nous serons les spectateurs, dirent l'écureuil, le chien, la boule et le cheval, et la poule et le cheval qui avaient quand même gravement envie de s'enquiller des bières en regardant un match de Division 3, entre des lapins, un ancien dictateur, et en plus... Bonjour Line Ferry, bonjour à toi. Ah, t'es passé, merci beaucoup. C'est super gentil. Entre un club de lapins de Division 3, et à mon avis, le match était pas fou. J'arrive avec une histoire de poule, absolument. Alors tout le monde cria « Hurrah, hurrah pour les petits lapins footballeurs !» et le petit lapin installa la balle au milieu de la clairière. Et donc il y a eu 3-0 pour le FC Carotte sur ce compte. Bon, on se chauffe là, on se chauffe. C'est le premier de la journée. Mais je t'avais dit que je passerais, tu vas bien. Tout à fait, je vais très bien. Oui, tu l'avais dit, mais merci beaucoup. Ça fait plaisir, d'autant plus que tu participes, donc ça fait très plaisir. Donc, j'allais dire qu'est-ce que vous en avez pensé, mais vous venez d'arriver, donc ça sert à rien. Alors, dans le programme de ce qui est prévu, j'ai envie de vous parler d'un manga, et juste avant le prochain compte. Parce que maintenant il y a un programme, voilà, pour vous expliquer, puisque vous venez d'arriver pour la première fois sur le live, il y a un programme. Donc on fait un petit compte, on parle d'un film, rapidement d'un film, d'un manga, d'un roman, d'une BD, d'une musique, je sais pas. En fait, ça dépend de la semaine que j'ai eue. Mais c'est normal. Bah oui, mais ça fait plaisir quand même, ça fait très plaisir. On fait un deuxième compte. Ensuite, il y a l'horoscope de la semaine qui arrive. Le principe, c'est que je fais des horoscopes qui sont... alternatif, on va dire ça comme ça. Ensuite, on se lit un grand conte. Et ensuite, pour ceux qui connaissent, on fait une espèce de parodie d'affaires sensibles de comment il s'appelle, Fabrice Drouel. Et après, le live se termine là-dessus. Ou alors, on part en live, dans tous les sens, en fonction des histoires qu'on veut, de l'énergie. Mais aujourd'hui, ce sera pas le cas. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, j'ai un horaire limite. Donc aujourd'hui, je vais vous parler... J'ai même pas mis la bonne scène. C'est bien cette idée de compte. Ouais, j'aime beaucoup. Bah, l'idée m'est venue parce que j'adore raconter des histoires et en vrai, j'ai pas vu grand monde le faire, donc je me suis dit tiens, pourquoi pas. Oula, je suis très grand moi. Dans la vie aussi, je veux dire, mais là, je suis trop grand. Hop. Tac. Aujourd'hui, on va parler d'un manga que j'ai découvert cette semaine qui s'appelle Poison City. Voilà. Alors j'en profite pour... C'est pas du tout de la promo pour
Et tu as tout à fait raison, ça change. Oui, bah oui. Après, je fais des trucs plus classiques la semaine, mais le dimanche, c'est un truc que j'ai envie d'avoir pour moi, où je me détends. Alors, je fais pas du tout de la pub pour Carrefour, par contre, en ce moment, si ça vous intéresse, ils vendent des espèces de recueils, des intégraux, des intégraux, des gros intégraux, de différents mangas, et ça coûte 3,99€. Donc, si vous voulez essayer des trucs, c'est plutôt pas mal. Et Poison City, je connaissais pas du tout, donc c'est écrit par Tetsuya Tsutsui, j'espère que je dis pas trop mal. Et la couverture ne reflète pas du tout le manga, puisque ce manga n'est pas un manga de post-apo, mais on suit le 3,99, ça vaut le coup. En vrai, ouais, ça vaut vraiment le coup. On suit l'histoire du mangaka de ce manga, qui s'appelle Poison City, qui est un mangaka qui dessine des mangas plutôt horrifiques, d'horreur. Je suis une grande fan de Fairy Tail et FMA. Alors, je suis plus FMA que Fairy Tail, quand même. Je dois bien reconnaître que je suis plus FMA que... Même beaucoup plus FMA que Fairy Tail. Et donc, on suit tout le parcours qu'il a pour... l'histoire commence au moment où son éditeur lui dit « C'est bon, tu vas être publié dans le Jump ». C'est pas le Jump, d'ailleurs, mais c'est un magazine comme le Jump. Sauf que... en fait, ce manga ne parle pas du tout de publication. Il parle d'une loi qui est passée il y a quelques années au Japon, qui classe les œuvres culturelles en général en fonction de leur dangerosité. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si le comité de censure trouve que vous êtes à problème, il peut avoir sur votre manga un tampon, mais littéralement quand il est vendu, chez nous ça se fait pas, un tampon qui dit que c'est nocif pour la jeunesse, que c'est interdit aux moins de 15 ans, que c'est interdit aux moins de 18 ans. Et en fait, cette histoire fait le parallèle avec les JO de... c'est une histoire que moi je connaissais pas du tout, avec les JO du Japon, qui ont lieu il y a pas très longtemps, où ce comité de censure s'est durci énormément en voulant enlever tout ce qui jugeait obscène de la place publique, justement pour plaire à l'international. Et donc ça parle des mangas, mais ça parle aussi des œuvres d'art, ça parle des peintures, ça parle des chansons. Et donc il y a énormément de contenu qui se fait sur les plateformes publiées largement, qui se fait censurer au Japon. Et l'auteur part de sa propre expérience personnelle, où il s'est vu classifier un de ses mangas. Et donc ce manga a quasiment jamais été diffusé. Et quand il a demandé comment ça se faisait, en fait on lui a expliqué que c'était des comités qui n'avaient pas de feuille de route, de ligne pour dire ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien. Et c'était totalement à l'appréciation de la personne qui lisait l'œuvre. Or, sans critiquer quoi que ce soit, on se doute que les gens qui vont dans ces comités de censure bénévolement ne sont pas des gens qui ont un regard bienveillant sur ce genre d'œuvre. Entre guillemets, c'est comme si quelqu'un qui détestait les films d'horreur, genre les slashers, on lui disait tu regardes tous les slashers que tu peux et ceux que tu juges trop violents, tu les annules, quoi. Et en fait, c'est un peu l'idée. Et quand il s'est renseigné, il a découvert que il y avait des gravures qui datent de l'époque d'Edo, des gravures érotiques qui ont été censurées alors que ça fait partie du patrimoine japonais. C'est un genre de CNC plus généralisé en somme. Non, tu confonds. Le CNC, c'est c'est un organisme de financement d'État. C'est pas un organisme de censure. Le CNC censure rien du tout. Enfin, il censure les films qu'il veut pas produire, mais ils peuvent quand même être produits autre part. Et je vais apprendre des choses, je pense. Bah, j'essaie, c'est aussi le but. Et en fait, il reprend cette idée-là en se mettant un peu en... Comment on dit? Quand une œuvre est dans une œuvre, on dit que c'est un... Mince. Une mise en abîme. Non, c'est parce que tu parles de malveillance envers les œuvres qui diffèrent des normes de prod. Ah oui,
Oui, je comprends ce que tu veux dire, oui. Et il va se mettre en scène pour... comme si c'était lui, un jeune mangaka qui produisait un manga, et au fur et à mesure, son éditeur commence à lui dire ça, ce passage, faudrait peut-être que tu le fasses pas, ça, ce passage, faudrait peut-être que tu le fasses pas, ça, faudrait peut-être que tu le modifies. Là, on voit que le mec fume devant une mineure. C'est pas bien parce que ça peut inciter les jeunes. Et en fait, ça devient des normes complètement stupides jusqu'à temps que le problème, c'est qu'il faut pas que je vous spoil la fin. Jusqu'à temps que tout devient sujet à interprétation. On voit une jeune femme à un moment qui est couverte de sueur parce qu'elle est malade sur le sol. Le comité va lui reprocher que c'est une incitation à la pédophilie parce que ce personnage n'est pas clairement indiqué comme étant majeur. Et que sa suggestion laisse penser qu'il y a eu un acte sexuel, ce qui est débile, puisque c'est pas du tout ce que le manga raconte. Mais ça parle de ça. Et ça parle surtout de la dérive que ça pourrait avoir, parce qu'il parle aussi d'espèces de stages de mise en conscience des artistes qui sont catalogués comme dangereux, ce qui n'existe pas encore, mais qui pourrait exister. Et le manga est vraiment super intéressant, et notamment parce qu'il fait un parallèle assez bien vu avec toute la période de censure des comics qu'il y a eu aux États-Unis dans les années 50, je crois, et qui a diminué drastiquement la création des comics en général, parce que les comics, c'est loin d'être que des super-héros, en fait. Il y a plein de comics différents, et on en connaît certains, je pense à Walking Dead, qui est probablement le plus connu chez nous. Sauf qu'en fait, à la base, les comics, il y en avait de tout. Il y avait des comics d'horreur, il y avait des comics drôles, enfin, il y avait vraiment de tout. Les comics, c'était la bande dessinée des États-Unis. C'est comme si, d'un seul coup, en France, on avait dit, bah, les BD, vous allez plus que faire des BD qui sont conformes à ce qu'on imagine. Et tout ce qui pourrait montrer une certaine résistance à la bienséance, bah vous le faites plus. Mais ça peut aller si loin que ça peut être des albums de Tintin ou de... Tintin, c'est pas français. Mais des albums d'Astérix qui pourraient être censurés. Ou modifiés. Je sais pas si vous avez déjà vu les censures chinoises de... Les censures chinoises de BD françaises. Alors, où est-ce que je vais vous retrouver ça? Où ils ont censuré Lucky Luke, Gengis Khan. Alors, j'ai vu l'anime en 8 fois depuis toute petite. Ouais, FMA, c'est vraiment le bête, je suis d'accord avec toi. Des fois, quand j'essaie de finir ce que j'ai dit, je zappe les messages, mais j'y reviens après. Censure chinoise de la BD française. Ah, je vais pas retrouver. Mais bon, ça parle de cette dérive-là. Et très honnêtement, ce manga, si vous avez vraiment l'occasion de le lire, c'est un choc. Et c'est un des rares mangas qui vraiment m'a donné des frissons à la toute fin. Parce que c'est tellement fatal, c'est tellement... Ça se finit pas bien. Je vais pas vous mentir, ça se finit pas bien, mais c'est tellement bien écrit. Et même en le reprenant et en relisant les dernières pages, j'ai les mêmes frissons qui reviennent parce que c'est un genre de dérive qui peut aller très rapidement sur les autodafés, ce genre de choses. Putain, je me rendais pas compte que c'était aussi bien écrit. Enfin, si c'est vraiment comme tu le racontes, ça donne envie de découvrir tout ça. Bah absolument. Et j'espère, parce que surtout que toi, tu peux le lire plus facilement. Voilà pour ce petit intermède manga. Pour cette semaine en tout cas, la semaine prochaine ce sera peut-être autre chose. Je me dis que le problème des chansons, si je fais ça, c'est que les chansons, je peux pas les faire écouter. Ah, celle-là, elle a l'air pas mal. Hein. Elle a l'air chouette. Aujourd'hui, on va lire Le brave moitié de poulet et son roi. Il était une fois deux vieilles sœurs qui possédaient un unique poulet à elles deux.
Un jour, l'aîné dit à la cadette, tu présentes un manga chaque semaine, soit un manga, soit un livre, soit un film, en fonction de ce que j'ai vu, lu dans la semaine. Un jour, l'aîné dit à la cadette, Qu'allons-nous nous faire pour notre déjeuner? Nous n'avons plus de lait ni de farine. Il ne nous reste que notre poulet. Faisons un bouillon. Ah non, s'exclama la cadette. je préfère le voir s'ébattre dans un cours. Eh bien, je vais me faire un bouillon avec ma moitié de poulet. Comme tu voudras, mais laisse ma moitié courir dans la cour. Attendez. Ils ont coupé le poulet en deux? Mais il va beaucoup moins bien marcher maintenant. Surtout, ils l'ont coupé comment? Est-ce qu'ils l'ont coupé dans le sens de la longueur? Ou dans la largeur? Je sais pas. Parce que dans les deux cas, je me fais la réflexion qu'il y en a une qui est perdante, parce qu'il y a toujours une moitié de poulet qui va arrêter de bouger. J'espère qu'elle est consciente de ça. Après, c'est des sorcières. C'est un peu con, les sorcières. Alors l'aîné se prépara un bouillon avec sa moitié de poulet, et la cadette laissa sa moitié à elle folâtrer dans la cour. Mais comment elle marche? C'est ça qu'on veut savoir, en fait. Comment elle marche, la moitié de poulet? Moitié de poulet gambadait. Mais comment? Ah, attendez. On a un indice. Il agitait son aile unique, il picorait avec sa moitié de bec, il sautillait sur sa patte unique. Ok, donc c'est du tranchage vertical. Écoutez, au bout d'un moment, il faut des informations sérieuses dans tout ça. Là, ça commence à bien faire. Et tout en s'ébattant, en grattant la terre, en becquetant, il trouva une bourse remplie de pièces d'or sur un tas de saletés. Moitié poulet chanta avec entrain. Ah putain, faut que je fasse le poulet. Alors du coup, faut que je me bouche la moitié parce que je... Cocorico, cocorico, j'ai de louis d'or bien gros, et je pourrais payer ma dette à ma grand-mère, la seule cadette. Faut que vous sachiez que des fois je souffre quand je fais ça. Hein. Des fois c'est du fun, mais des fois c'est de la douleur. Aussitôt, il courut vers la maison pour remettre à la vieille femme ses pièces d'or. Mais au même moment, le roi vint à passer par là, dans un élégant carrosse doré. Lorsqu'il aperçut moitié de poulet, qui courait en portant en son bec une bourse bien remplie, il fit arrêter sa voiture et il demanda à son cocher. Que porte-t-il? On dirait une bourse. Oui, Votre Majesté. Il porte une bourse pleine de louis d'or. Qu'on me la porte. Les gens du roi attrapèrent moitié de poulet et lui arrachèrent son petit sac. Mais en fait, c'est complètement du vol, là. C'est de l'oppression... c'est de l'oppression du pouvoir caractérisé. Le roi et sa suite reprirent leur route, les petits bâtards. Mais tout cela déplaisait fort à moitié de poulet qui se mit à crier d'une voix perçante. Cocorico, cocorico, à moi était un bon magot. C'était moi qui l'avais trouvé, mais le roi me l'a volé. Vite, que j'aille au palais pour faire le bon droit respecté. Et le voilà qui se dirige vers le palais du roi. Il marcha longtemps. Et en plus, ça prend 2 fois plus de temps puisqu'il marche sur une patte. C'est la dîme, t'inquiète, c'est fait pour. Ouais. Traversa une forêt et rencontra le renard. Tiens, moitié de poulet. Bonjour. Où vas-tu donc? Je vais récupérer des louis d'or que le roi m'a dénommé. Je t'accompagne. Et les voilà cheminant de concert qui s'en vont vers le palais du roi. Mais la route était longue et le renard finit par traîner la patte. Ce qui est quand même paradoxal parce qu'il en a 4 alors que la poule elle en a qu'une. Hein. Moitié de poulet, je suis fatigué. Je ne peux plus faire un pas. Alors, le fiant sous mon aile. Et le renard de se loger sous l'aile du bon moitié de poulet qui poursuivit bravement son chemin. Il marcha encore bien longtemps, et dans un champ, il rencontra un essaim d'abeilles. Ah putain, l'essaim d'abeilles, attendez, attendez une seconde. Faut que je... Abeille qui bourdonne. Faut que je vois comment on le fait, quoi.
Bonjour. Ça marche pas. Attendez, bourdonnement, on va trouver. Tiens, moitié de... On dirait un vibreur de téléphone. Ça marche pas du tout. Je sais pas comment je vais faire ça. Je vais pas le faire, peut-être. Tiens, moitié de poulet, où vas-tu donc ainsi? Je vais récupérer le louis d'or que le roi m'a dérobé. Je t'accompagne. Ah bah non, attendez. Eh bien, nous t'accompagnons. Voilà, c'est ça, j'ai sauté un truc. Et les voilà qui se dirigent vers le palais du roi. Ça commence à faire toute une... Attends, je réfléchis. Tout un essaim d'abeilles, ça c'est pas ultra engageant quand même. Ils marchèrent tant que les abeilles avaient du mal à suivre moitié de poulet. Moitié de poulet, nous sommes fatigués. Arrêtons-nous. Non, mais venez sous mon aile. Alors les abeilles se logèrent sous l'aile du bon moitié de poulet qui poursuivit bravement son chemin. Il marcha encore longtemps, et au sortir d'un pré, il rencontra une rivière. Comment je vais faire une rivière, moi? Ils sont marrants, mais... Mais non, ça c'est le vent. Ah bah attendez, je sais. Regarde. Je voulais faire des gargarismes, mais je vais pas y arriver. Et surtout, je vais éclater mon clavier, donc c'est pas une bonne idée. Mais tiens, moitié de poulet, vois-tu donc ainsi? Je vais récupérer les loups. J'en vais décoller le louis d'or que le roi m'a dérobé. Eh bien, je t'accompagne. J'aime bien une rivière un peu dynamique. Hey, salut! Je suis la rivière Plouf. Venez faire un plouf dans moi. Et les voilà tous en route pour le palais royal. Au bout d'un long moment, la rivière se sentit fatiguée. Arrêtons-nous, moitié de poulet. Je ne peux plus te suivre. Alors le viens sous mon aile. La rivière va donc se loger sous l'aile du bon moitié de poulet, qui poursuivit bravement sa route. Il a quand même... il doit avoir un sacré segment, quand même, le poulet. Hein. Il marcha encore longtemps et arriva enfin au palais du roi. On dirait un podcasteur YouTube de la rivière. Il y a plein de beaux saumons par ici. Vous connaissez NordVPN? Bonjour. Bonjour, majesté. Je viens chercher mes louis d'or, rendez-les-moi. Demain, moitié de poulet, c'est promis. Je te les rendrai demain. Et il demanda à ses gens d'enfermer moitié de poulet dans la basse-cour, où se trouvaient toutes les poules. Le salopard! Je croyais pourtant que le roi représentait la justice et l'honnêteté. Me voilà bien fort mari. Je suis sur le cul, voilà, je vous le dis, je suis sur le cul. Moi, ça me mine, ces gens au pouvoir qui sont malhonnêtes, je veux dire... Après, dans un truc comme ça, tu vois, on comprend parce que c'est une histoire, mais après, faut pas pousser. La crédibilité de l'histoire, elle s'en trouve vachement prise parce que, faut être honnête, les politiciens, les gens qui nous gouvernent, il y en a très très peu qui sont malhonnêtes, hein, c'est pas une majorité. Donc là, c'est vrai, avoir une représentation comme ça, on se dit 2021, on en est toujours dans ces préjugés-là, c'est fou. C'est fou, moi je vous dis, c'est fou. Moi, ça me remue un peu, voilà, cette non-confiance dans le pouvoir... Moi, ça me donne envie de chanter une chanson. Non, c'est faux. Non, c'est totalement faux, je ne vais pas chanter. Le roi pensait que ces volailles allaient se jeter pendant la nuit sur la pauvre moitié de poulet et qu'on le retrouverait assommé. Assommé! C'est Bernard Tapie, le roi. Too soon pour les blagues sur Tapie. Too soon. Mets-les, pour le moment, mets-les sous le tapis. C'est en effet ce qui fait se produire, mais dès qu'il se vit en danger, moitié de poulet appela le renard à la rescousse. Renard, défends-moi, ou l'on me mangera. Le renard sauta de dessous l'aile de moitié de poulet, il croqua toutes les poules royales, puis retourna dans la forêt. Le lendemain matin, quand le roi arriva dans sa royale basse-cour, il resta éberlué. Il n'y avait plus aucune poule. Moitié de poulet, dès qu'il aperçut, lui cria « Votre Majesté, rendez-moi, vous le mes louis d'or. » Attends demain, je te rendrai tout ce qui t'appartient. Et il demanda à ses gens d'enfermer cette moitié de poulet dans la salle du trône.
Il se disait qu'il viendrait lui-même pendant la nuit étrangler cet ennuyé volatier. Ah voilà, parce que là j'allais dire typiquement pourquoi est-ce que il va pas, il le tue pas tout de suite. La justice. La justice. Le roi en effet, alors... Lorsque l'enverriala pour sur lui, Moitié de Poulet s'installa confortablement sur le coussin royal et plongea dans un sommeil profond. Il n'entendit pas le roi entrer, mais il se réveilla quand il sentit qu'on voulait l'étouffer. Le roi, en effet, s'était emparé d'un coussin, il l'appuyait de toutes ses forces sur Moitié de Poulet. La fameuse technique du... Il faudrait que je lui trouve un nom, j'avais un truc très très violent en tête. Mais je vais peut-être pas dire ça. Je vais peut-être pas dire ça. Allez. Aussitôt, ce dernier a appelé les abeilles à la rescousse. Abeilles, défendez-moi ou sonne fin de moi. Les abeilles s'envolèrent de dessous l'aile de Moitié de Poulet. Ils piquèrent le roi sur les bras et les jambes, le visage, si bien que sa majesté s'enfuit en hurlant de douleur. Chais! Puis les abeilles retournèrent butiner leurs fleurs. Quand le roi se réveilla le lendemain, il était enflé de partout. Moitié de Poulet vint le voir et lui réclama ses louis d'or pour la 3e fois. Et jamais 203, comme on dit. Donc typiquement, ça peut pas se terminer comme ça. Attends demain, Moitié de Poulet, je te les rendrai. Et il demanda à sa femme d'enfourner Moitié de Poulet de bien refermer la porte du four. Parce qu'il sait pas faire le poulet au four, j'imagine. Ce qui est quand même une tare. Vous reconnaîtrez que... Quand même une tare de pas savoir faire le poulet au four. Je le dis sans animosité, mais c'est un trou du cul. Voilà, on continue. Il se disait qu'on chaufferait le four le lendemain et que Moitié de Poulet en ressortirait rôti. Effectivement, à l'aube, les cuisiniers firent chauffer le four. Quand il commença à avoir très chaud, Moitié de Poulet appela la rivière. « Rivière, défends-moi, ou l'on me grillera !» Aussitôt, la rivière coula de dessous l'aile de Moitié de Poulet. Elle inonda le four. C'est un défaut, absolument. Puis les cuisines, enfin tout le palais, menaçant de noyer tout le monde. Le roi dut grimper sur son trône, puis au rideau. Il finit par se réfugier sur le toit du palais. Moitié de Poulet le poursuivait en criant. « Eh, votre majesté, rendez-moi ma boule, c'est du cas. Si vous refusez, vous serez noyé. » Le roi comprit que Moitié de Poulet ne s'avouerait jamais vaincu. Excédé, il attrapa la bourse qui pendait à sa ceinture et la lui jeta. « Yo, attrape !» Alors la rivière se retira et retourna dans son lit. Moitié de Poulet ramassa sa bourse, la saisit dans son bec et courut la donner à la sœur cadette pour la remercier de lui avoir laissé la vie sauve. Moitié de Poulet vécut très 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 longtemps. Il prit l'habitude de fredonner, tout en grattant la terre et en gambadant dans la cour. « Cocorico, cocorico, j'en fais un bon wagon. Le roi a voulu me le prendre, mais j'ai pu le lui faire rendre. » Et c'est la fin. Je vous laisse vous remettre de vos émotions un petit peu. Je vais habilement prendre le temps de prendre une gorgée de thé. Excédé, genre le gars, rien à se prendre. Ouais, mais c'est un peu ça, c'est... Putain, il est relou, le mec. Allez, c'est bon, vas-y. Je lui redonne. Non, ça va, c'est bon, je lui redonne. Mais en vrai, ouais, oui, il a fait de la merde. Mais moi, quand même, il y a un truc qui me dérange dans cette histoire. En oubliant le côté funny fun de la chose, est-ce qu'on peut m'expliquer à quoi ça servait que ce soit une moitié de poulet ? Entre nous, hein. Entre nous, à quoi ça servait ? Ça aurait pu être un poulet entier. La grande histoire des 2 cas du poulet. Des ducats, parce que des... Ouais, allez. On avorte la blague. On avorte. Allez, la VAR. Non, on avorte. On avorte tout ça. Ça marche pas. Ça marche pas, ça marche pas. Merde, c'est funny fun. Ouais, c'est ça. Mais bon. Bon, et écoutez, je crois que le moment que vous attendez tous arrive. Nous allons passer à l'horoscope de la semaine. J'espère que vous êtes heureux. Dans un souci d'impartialité, je vous demanderai de ne pas me donner votre signe astrologique. Je tiens à ce que tout ceci reste impartial. Voilà. Je vous le dis,
Je vous le crie. On est parti. Alors, on va déjà se mettre en configuration. Je tiens à vous rappeler qu'évidemment, cet horoscope vous sera fait en ASMR. Me demandez pas pourquoi, c'est tout simplement parce que ça me fait marrer. Est-ce que vous êtes prêts? Bonjour à tous et bienvenue sur cet horoscope de la semaine. J'espère que vous avez tous passé une très bonne journée. Le monde entier vous regarde et vous regardez le monde entier. Votre moi intérieur est apaisé. Vous savez que quels que soient les problèmes qui tomberont sur vous, peut-être vous mourrez, mais peut-être pas. Et ça, c'est beau. C'est parti pour l'horoscope de la semaine. Cette musique est un peu trop entraînante, non? Ça marche pas du tout. Bélier. Amour. Vous hériterez d'un herpès de votre partenaire sexuel habituel. Travail. Votre patron vous fait de l'œil. Répondez à ses envances sous peine de graves sanctions. Santé. Mis à part l'herpès, rien à signaler. Ah si, j'oubliais. Attention Covid. Taureau. Amour. Vérifiez les allées et venues de votre conjoint, on ne sait jamais. Pensez à fouiller le portable, un SMS peut en dire très long. Travail. Votre tenue provocante énervera vos jaloux de collègues. Attention au recoin. Et il est horrible ce truc en fait. Attendez. Attendez. Il est horrible. Bon, tant pis, je le fais. C'est un truc qui date de 2009. Il y a peut-être des choses qui passent plus aujourd'hui. Je vais voir au fur et à mesure, ça va être la découverte. Santé, mettez une culotte, sinon vous allez prendre froid. Gémeaux, amour, tout est dualité chez vous. Méfiez-vous donc que votre mari ne la prenne pas. Un coup de fil est si vite arrivé. Travail, vous vous coupez en deux pour pouvoir joindre les deux bouts. Ça va saigner. Santé, schizophrénie latente, dédoublement de personnalité. Remède, un double whisky bien frappé. Amour. Je viens de le dire. Je suis un peu déçu, excusez-moi. Je suis un peu déçu parce qu'il est vraiment pas... Il est vraiment pas fou, en fait. Je l'avais lu en diagonale, j'avais vu des trucs bien, en fait, il est pas fou du tout. Ah, je suis ultra déçu. Je suis ultra déçu. Me voilà bien en fait. Ah si, attendez, j'en ai trouvé un mieux. Qui sera, je pense, plus sympa. Et pas avec des phrases trop à la con quand même. Horoscope pour 2021. Il paraît que vous êtes fonceuse et leader. Envoyez donc péter celles et ceux qui vous tirent vers le bas, comme votre pote qui vous a dissuadé d'acheter des chaussures à paillettes sous prétexte que ça ne se porte pas au quotidien. Pas avec cette attitude, Carole! Taureau. Les taureaux sont des kiffeurs, tout le monde le sait. Du coup, vous pouvez envoyer péter votre compteur de calories et prendre ce supplément fromage qui vous fait tant envie. Merde alors. Gémeaux. Bon, les Gémeaux, c'est pas hyper clair, mais apparemment vous êtes vachement soupolés. Du coup, envoyez péter vos efforts pour rester d'humeur constante et embrassez ce que vous êtes vraiment. Aussi magnifique et changeant qu'un ciel d'orage. Cancer. Mélancolique et nostalgique, voilà ce qui semble vous définir, et c'est joli comme tout. Alors vous savez quoi? Envoyez péter les gens qui vous forcent à regarder vers l'avenir et autorisez-vous à vous blottir dans le passé quand vous en avez besoin. Ça va 5 minutes les Elon Musk du dimanche, non mais. Lion. Ambition, besoin d'admiration. Ok, je comprends mieux d'où vient votre nom de signe. Quoique ça aurait pu définir des personnes amoureuses de la sieste au soleil, car n'oublions pas que les lions sont globalement des gros chats. Bon là c'est facile, envoyez péter votre syndrome de l'imposteur qui vous répète que vous visez trop haut et que vous n'y arriverez pas. Contrairement à Melbet,
Vous allez la toucher, cette foutue lune. Vierge. Alors laissez-moi voir. Modestie, humilité, serviabilité, c'est très noble tout ça, mais il s'agirait de faire gaffe à ne pas se transformer en carpette. Mareko, entraînez-vous à dire non, poliment, avec le sourire s'il faut, mais sans forcément trouver d'excuses, de justification, sans vous aplatir, sans mentir, juste non, le mot se suffit en lui-même. Vous allez voir, ça va envoyer péter celles et ceux qui ne pensaient que vous étiez qu'à leur disposition. Balance. Oui, l'équilibre c'est bien et apparemment ce que vous recherchez. Mais n'oubliez pas que parfois il est autorisé à tirer un peu la couverture sur soi. On n'est pas obligé de toujours trouver des compromis. Envoyez péter cette petite voix qui vous susurre que vous pourriez vous arranger. En fait, c'est un vrai horoscope. C'est pas très drôle en fait. Bon, je le finis, hein. Je le finis quand même. Scorpion. Je suis Serpentard et Scorpion, donc autant vous dire que j'ai une belle réputation de merde. Mon conseil aux gens comme moi serait logiquement d'envoyer péter les personnes qui leur reprochent d'être qui elles sont, surtout en se basant sur des choses aussi peu fiables que l'astrologie. Ou un choixpeau. Quelles sont ses références au choixpeau? Son expertise? On se pose un peu la question, hein. Sagittaire. Joie de vivre, optimisme. Attendez, mais c'est super ça. Quelle belle personnalité vous avez. Et en plus, c'est très simple pour moi de vous donner un conseil. Envoyez péter les râleurs et les critiqueuses, les ouin-ouin, ou les gens jamais contents. Oui, je sais. On est en France, on aime se plaindre, mais on a des limites. C'est pas parce qu'on est pessimiste qu'on doit niquer le groove de tout le monde impunément. Capricorne. Oulala, attendez. Il paraît que vous êtes calculateur et froid. Vous, les Capricornes, alors pourquoi c'est toujours les Scorpions qui sont censés être pas sympas? Ça me dépasse. Bref, je suis sûr que vous êtes adorables. Vous pourriez envoyer péter les gens qui croient à l'astrologie, du coup, parce qu'ils ont l'air d'avoir une opinion très bof de vous. On y arrive à Verseau, on y arrive. Verseau, liberté, solidarité, coopération, c'est beau tout ça. Vous ne trouvez pas? Vous avez l'air d'être pile la personne à avoir avec soi dans un travail de groupe. Objectif de 2021 sera donc d'éliminer de tous vos projets collectifs ces boulets que sont les gens qui n'en branlent pas une, ou pire, ceux qui promettent de tout faire puis n'en branlent pas une et vous mettent doublement dans la merde. Horoscope, poisson, amour fou et romantisme, ok je comprends mieux la petite sirène maintenant. Écoutez-moi bien, si votre truc c'est la passion, cherchez la passion. Envoyez péter votre sexe frais tiédasse qui ne vous assume qu'à moitié, et selon les mots immortels de Fauve, vivez là votre putain de belle histoire. Voilà. C'est la fin de l'horoscope. Je ne cacherai pas que je suis un peu déçu. Celui d'avant, je l'avais vraiment lu en diagonale et il était vraiment pas ouf. Mais sachant qu'à partir de la semaine prochaine, parce que là j'ai pas eu le temps cette semaine, mais à partir de la semaine prochaine, c'est moi qui écrirai les horoscopes. Donc... Oui, c'était un horoscope spécial pétage de trucs, ouais. Donc, le ton va peut-être un peu changer. Voilà, on sera un petit peu plus taquin, un petit peu borderline, comme disent certains. Mais ne vous en faites pas. Ça sera fun. Bah, j'espère. J'espère. Parce que là, franchement, j'ai trouvé ça un peu... Il est bizarre, son horoscope, à elle. Ça, c'est sur le site Mademoiselle. Pourquoi pas? Mais il est bizarre son horoscope parce que il y a des moments qui sont plutôt drôles, mais quand même il y a des trucs, t'as vraiment l'impression que c'est du premier degré. Du coup, je sais pas ce qu'il faut en penser. Il l'autorise à me gaver de fromage, donc je l'aime bien quand même. T'as bien raison. Bon, il est temps de passer au grand compte. Au grand compte de cette session. Ce grand compte qui portera sur un des contes de Grimm. Je suis devenu fou amoureux des contes de Grimm. Vraiment, je trouve ça tellement bien. C'est marrant. Bon, ça se répète un peu, souvent. C'est souvent là, on fait nos plus belles envolées. Mais je deviens fou amoureux de ces contes-là. Et j'ai fermé ma musique pour vous ambiancer. Bah, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Ah là là, il est pas au taquet. Il est pas au taquet aujourd'hui. Pas au taquet. Digadou. Alors, attendez. Historic. Zodiac, on s'en fout. Ambiance sonore. Musique effet. Voilà, on y retourne.
On y retourne. Et on va lire... Jean de Fer, je l'ai déjà lu. On va lire... La salade qui transforme en âne. Génial, les contes de Grimoire, moi j'aime beaucoup. Je trouve ça trop bien. Il a l'air d'être relativement court, donc peut-être qu'on en lira 2 ou 3. En fonction de l'heure. La salade qui transforme en âne. Il était une fois un jeune chasseur qui partait chasser dans la forêt. Parce que s'il partait cultiver des légumes, ce ne serait pas un chasseur. Et du coup, il n'aurait aucune raison de le faire dans la forêt. Ce qui serait quand même dommage, parce que c'est un chasseur, donc s'il chasse pas, ça peut pas être un chasseur. Parce que s'il cultive des carottes dans la forêt, c'est un cultivateur, mais pourquoi le faire dans la forêt? Surtout si c'est un chasseur. Bref, il avait le cœur pur et joyeux. Il allait ainsi quand tout à coup, lui apparut une petite vieille. Elle l'apostropha en ces termes. « Bonjour, cher chasseur. Tu as beau être gai et heureux, moi j'ai faim et soif. Fais-moi donc l'aumône. » Bah ça c'est typique des vieux, ça. Typique des vieux. Tu kiffes ta vie et ils viennent faire « Mais moi, pendant la guerre, moi j'ai lutté contre les Allemands. » Eh papy, on est en train de jouer à la pétanque, pourquoi tu me parles de ça? Les coups, les bombardements, ça me rappelle ça, moi. C'est désagréable, il faut le dire. Il faut le dire. Le chasseur eut pitié de la pauvre vieille. Il prit dans sa poche quelques pièces de monnaie et les lui donna. Comme il allait repartir, la vieille dame le retint et dit « Écoute ce que je vais te dire, cher chasseur. » Et après, ça prend 3 plombes, ça commence à devenir long. « Parce que tu as bon cœur, je vais te faire un cadeau. Continue par ce chemin-là. » Mamie? Grand-mère? Bah! Ce chemin là-bas. Au bout d'un moment, tu arriveras à un arbre. C'est un chêne, je crois. Non, ce n'est pas un chêne, c'est un... C'est du bois, je sais, mais c'est du merisier, non. C'est un séquoia. Et sur cet arbre sont perchés 9 oiseaux qui tiennent un manteau entre leurs serres et se le disputent. Probablement récupéré au cadavre du dernier chasseur que j'ai envoyé là-bas. Tu laisseras tomber le manteau et l'un des oiseaux touchés tombera... Alors, attendez. Épaule ton fusil et tire-leur dessus. Ah oui, d'accord, faut tuer un oiseau. Ils se laisseront tomber le manteau et l'un des oiseaux touchés tombera mort. Tu prendras le manteau, il est enchanté, oui, il est enchanté. Il te suffira de le mettre sur tes épaules et de songer à un lieu quelconque pour t'y retrouver transporté immédiatement. Prends aussi le cœur de l'oiseau tué, sanglant dans sa poitrine, et mange-le. Chaque matin, tu trouveras en te levant une pièce d'or sous ton oreiller. Alors là, il y a tout. Là, les frères, ils se sont fait plaisir. Il y a le manteau de peau d'âne, le déplacement de Sangoku, le cœur à bouffer des Mayas, et la petite souris qui vient te poser une pièce d'or sous son oreiller. C'est parfait, c'est magnifique. Franchement, il y a tout, il y a tout. Le chasseur remercia la fée et se dit « Voilà de bien belles choses. Pourvu qu'il en soit ainsi. » Quand il eut parcouru environ 100 pas, il entendit dans les branches au-dessus de lui tant de cris et de ramages qu'il en leva les yeux. Il aperçut de nombreux oiseaux, ils se disputaient une pièce d'étoffe, criaient, piaillaient et se battaient entre eux comme si chacun eût voulu l'avoir pour soi tout seul. « Eh bien, dit le chasseur, voilà qui est merveilleux. C'est exactement ce qu'on m'avait prédit, la petite vieille. Oui, je l'ai fait avec une voix un peu de garçon en train de muer.
Il prit son fusil, ajusta et tira au milieu de la bande. Les oiseaux volèrent, les oiseaux s'enfuirent en criant. Mais l'un d'eux, la vieille passive-agressive, tu sais pas si elle veut t'aider ou t'entuber. Bah, vu le titre du conte, j'ai une petite idée quand même. Et l'un d'eux tomba mort, et le manteau descendit également vers le sol. Alors le chasseur fit ce qu'avait dit la vieille. Il rouvrit l'oiseau, chercha le cœur, le mangea, et emporta le manteau chez lui. Le lendemain matin, en se réveillant, il se souvint de la promesse de la femme et voulut voir si elle s'était réalisée. Il souleva son oreiller et y trouva une pièce d'or. Le surlendemain, il en découvrit une autre, et il en fut ainsi chaque jour à son réveil. Il accumula un tas d'or. Finalement, il songea « À quoi me sert tout cet or si je reste chez moi? Je vais voyager et visiter le monde. » Et il a bien raison. Le jeune chasseur prit congé de ses parents, emportant sa gibecière et son fusil, et s'en alla. Il arriva qu'un jour, il a eu de traverser une épaisse forêt. Quand il en fut sorti, il aperçut devant lui, de la plaine, un magnifique château. À l'une des fenêtres se tenait une vieille femme et une merveilleuse jeune fille qui le regardaient venir. La vieille était une sorcière. Elle dit à la jeune fille « Voilà un homme qui sort du bois, dont le corps renferme un magnifique trésor. Il faut que nous nous en emparions par ruse. Il vaut mieux que ce trésor soit à nous qu'à lui. Ce jeune homme possède un cœur d'oiseau. Grâce à lui, il trouve une pièce d'or chaque matin sous son oreiller. » Elle lui expliqua ce qu'il allait en faire, ce qu'elle allait faire et quel rôle elle aurait à jouer. Et pour finir, elle la menaça et lui dit en la regardant dans les yeux pleins de colère « Et si tu n'obéis pas, tu seras malheureuse. » C'est une provocation un peu molle, quand même. Qu'est-ce que j'ai fait? Autant pour moi. Mais c'est une provocation un peu molle, je trouve. Quand donc le jeune chasseur s'approcha, il aperçut la jeune fille et lui dit « Voilà longtemps que je marche. Je voudrais bien me reposer et entrer dans ce beau château. Je ne manque pas d'argent. » En réalité, il disait cela parce qu'il avait vu la jeune fille, il fallait reconnaître que c'était quand même un bon bras de jeune femme, et que bon, lui, ça faisait plusieurs jours qu'il marchait, qu'il commençait à avoir un autre bâton pour l'aider à marcher, et que là, quand même, ça commençait à faire, mais quand même mignonne, il s'est dit, donc écoutez, on sait pas. Elle a tout donné pourtant, c'est vrai. Mais il y en a qui sont pas doués pour ça. Il pénétra au château et fut accueilli avec amitié et restauré avec déférence. Il ne fallut pas longtemps pour qu'il tombât si amoureux de la jeune sorcière qu'il n'avait plus qu'elle en tête et ne regardait plus que ses yeux. Ses yeux. Hein? Tout ce qu'elle demandait, il le faisait avec joie. Alors la vieille dit « Maintenant, il faut que nous nous emparions du cœur de l'oiseau. Il ne s'en apercevra même pas. » Elle prépara un filtre magique, le fit cuire, le mit dans un gobelet et le donna à la jeune fille. Le chasseur était à sa merci. Celle-ci lui dit... Ah non, pardon, excusez-moi. Si, c'est ça. Le chasseur était à sa merci. Celle-ci lui dit... mon bien-aimé, bois à ma santé. Il prit le gobelet et quand il eut bu, il rendit le cœur de l'oiseau. C'est-à-dire qu'il dégueula l'oiseau, en fait. Mais alors, du coup, ça veut dire qu'il a mangé le cœur cru et en une traite... Non, parce que moi, si je devais manger le cœur, je sais pas, je le couperais en plusieurs morceaux, je le ferais cuire. Personne boufferait ça cru, quand même. C'est chelou de bouffer ça cru. C'est dégueu de bouffer ça cru, en fait. C'était ce que voulait la vieille. À partir de ce moment-là, il ne trouva plus d'or sous son oreiller. La pièce paraissait sous celui de la jeune fille où la sorcière allait chercher chaque matin. Lui, il était si fou d'amour qu'il ne pensait à rien, sinon à passer son temps. C'est v'là le charme, oui c'est ça. Qu'il ne pensait... passer son temps auprès de la jeune fille. Alors la vieille sorcière dit « Nous avons le cœur de l'oiseau, mais il faut que nous lui prenions aussi son manteau enchanté. » Ouais, là, elle a un côté un petit peu je sais tout. Hein? Sinon, ça pouvait pas fonctionner, absolument.
La jeune fille répondit. Il faut le lui laisser, il a déjà perdu sa fortune. La vieille se mit en colère et dit. Un manteau comme celui-là est une chose merveilleuse qu'on trouve très rarement, il me le faut. Elle donna des conseils à la jeune fille en la menaçant du pire si elle n'obéissait pas. Et celle-ci fait selon la volonté de la vieille. Un jour, elle se mit à la fenêtre et regarda vers le lointain. Comme si elle était triste. Le chasseur lui demanda « Pourquoi es-tu si triste ?»« Ah, mon chéri, répondait-elle, là-haut en face se trouvent les monts de Grenat, où poussent les précieux diamants. Mais qui pourrait y aller en chercher? Seuls les oiseaux, parce qu'ils volent, peuvent y parvenir. »« Ce n'est que cela ?» demanda le chasseur. « J'aurais tout fait de me débarrasser de ton cœur de soucis. » Et il la prend sous son manteau, en lui souhaitant de se trouver au pied du mont de Grenat. Au même instant, ils s'y trouvent déjà tous les deux. Les pierres précieuses étincelaient de toutes parts, que c'en était une joie. Ils en trièrent les plus belles et les plus coûteuses. Or, la vieille avait manigancé une sorcellerie, parce que c'était une sorcière, pour endormir le chasseur. Il dit à la jeune fille « Asseyons-nous un peu et reposons-nous. Je suis si fatigué que je ne tiens plus sur mes jambes. » Ils s'assirent donc, et il posa sa tête sur les genoux de la jeune fille. Il s'endormit aussitôt. Alors elle détacha le manteau de ses épaules, le revêtit, prit des granats et des diamants, et souhaita être rentrée chez elle. Quand le chasseur se réveilla, il vit que sa bien-aimée l'avait trompé et laissé tout seul au sommet de la montagne. « Ah !» dit-il, « quelle infidélité grande de par le monde !» Il était assis là, plein de soucis, ne sachant tant il avait de chagrin ce qu'il devait faire. Or, la montagne appartenait à des géants qui y habitaient, et s'y livraient à leur menée cruelle. Bientôt, il en vit arriver 3. Il s'allongea et fit semblant de dormir d'un sommeil profond. La fameuse technique de la marmotte sera le JPP. Ouais, je l'ai bien fait celui-là. La fameuse technique de la marmotte qui fonctionne contre tous les prédateurs, il faut le savoir. Les géants s'approchèrent de lui et le premier, après l'avoir poussé du pied, dit « Qu'est-ce que ce ver de terre qui regarde en dedans ?» Le deuxième dit « Écrase-le !» Mais le troisième ajouta d'un ton méprisant « Il n'en vaut pas la peine. Laissez-le. Ici, il ne pourra pas survivre, et s'il monte plus haut, les nuages le saisiront et l'emporteront. » Sur quoi, ils partirent. Le chasseur avait entendu ce qu'il disait. Dès qu'ils furent loin, il se leva et escalada la montagne. Il s'assit au sommet, et bientôt arriva un nuage qui se saisit de lui, l'emporta et le conduisit pendant un certain temps à travers le ciel. Puis il se rapprocha du sol et s'abattit dans de grands jardins entourés de murs, où le chasseur atterrit doucement entre des choux et d'autres légumes. Il regarda autour de lui et dit « Si seulement j'avais quelque chose à manger, je suis si affamé que l'avenir n'est pas rose. Je ne vois ici ni pommes, ni poires, ni aucun autre fruit, rien que des légumes verts. » Finalement, il se dit « S'il le faut, je puis manger cette salade. Ce n'est pas très bon, mais cela me rafraîchira. » Il se choisit donc une belle tête de salade, là, une belle batavia bien juteuse, là, gorgée d'eau. Un bon truc. Et il la mangea à pleines dents. Mais oui, mais c'est ça qui est bon. Il en avait à peine avalé quelques bouchées qu'il se trouva tout drôle et se sentit transformé. 4 pattes lui poussaient et une grosse tête et de longues oreilles. Il vit avec frayeur qu'il devenait un âne. L'âne de Shrek. Comme il avait toujours très faim et que la salade bien juteuse lui plaisait maintenant fort, il en mangea avec avidité et de plus en plus. À la fin, il se trouva devant une autre variété de salade. À peine eut-il avalé un peu qu'il ressentit une nouvelle transformation et redevint homme. Alors le chasseur s'allongea sur le sol et s'endormit tant sa fatigue était grande. Lorsqu'au lendemain matin il se réveilla, il cueillit 2 têtes de salade, une de chaque espèce. Elles me serviront auprès d'un bien-aimé, songea-t-il, et me permettront de punir son infidélité. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'il soit le seul à douiller. Il mit les salades dans sa gibecière, sauta par-dessus le mur et se mit en route pour retrouver le château de sa belle. Après avoir arrivé plusieurs jours durant, la chance le conduisit au château. Il se farda le visage de telle sorte que sa propre mère ne l'aurait pas reconnu, entra dans la demeure et demanda l'hospitalité. « Je suis si fatigué, dit-il, que je ne peux plus avancer. »« Qui êtes-vous, citoyen, et que faites-vous » lui demanda la sorcière. «
Je suis un messager du roi, répondit-il. Il m'a chargé de découvrir la salade la plus délicieuse qui pousse sous le soleil. J'ai été assez heureux pour la trouver que je la porte sur moi. Mais il fait si chaud que cette tendre laitue menace de se flétrir. Quand la vieille entendit parler de délicieuse salade, elle en eut aussitôt grande envie et l'eau à la bouche en fait. Et dit « Cher compatriote, permettez-moi de goûter à cette merveilleuse salade. »« Pourquoi pas ?» répondit-il. « J'en ai emporté 2 têtes. Je vous en donnerai une. » Il ouvrit son sac et lui offrit celle qui transformait en âne. La sorcière ne se doutait pas qu'il peut y avoir un danger. À l'idée de ce plat nouveau pour elle, l'eau lui venait à la bouche. Elle se rendit elle-même à la cuisine pour la préparer. Quand elle eut fini, elle n'eut pas la patience d'attendre que la salade fût sur la table. Elle en mangea derechef quelques feuilles, à peine les avait-elle avalées qu'elle perdait son aspect humain. Ce royaume est carence de fer, et c'est un peu ça. Et il vaut mieux manger des épinards dans ce cas-là. Elle en mangea derechef. À peine qu'elle perdait son aspect humain, elle en fit une ânesse sortir de la cour. La servante entra dans la cuisine, vit la salade et s'apprêta à la porter à la salle à manger. En chemin, selon sa vieille habitude, elle eut envie d'y goûter et en mangea quelques feuilles. La sorcellerie se renouvela. J'ai du mal à parler, excusez-moi. Se renouvela. Elle fut également transformée en ânesse et alla rejoindre la vieille. Le reste de la salade était tombé par terre. Pendant ce temps, le messager attendait en compagnie de la jolie jeune fille. Comme la salade ne venait pas et qu'elle aurait bien voulu en manger, elle dit « Je me demande ce que devient cette salade. » Le chasseur songea « Elle a sûrement déjà fait son œuvre. » Et il dit « Je vais aller me renseigner à la cuisine. C'est meilleur en plus. Ah non, je préfère la salade que les épinards. » En s'y rendant, il vit les 2 ânesses gambader dans la cour. La salade gisait sur le plancher. « Fort bien, dit-il. En voilà 2 dont le sort est réglé. » Il ramassa les feuilles qui restaient, les remit dans le saladier et les apporta à la jeune fille. « Je vous apporte moi-même ces mets délicieux, dit-il, pour que vous n'ayez pas à attendre plus longtemps. » Alors, elle en mangea et son apparence humaine lui fit enlever comme aux autres. Elle devint ânesse. Fort bien. Bah c'est lui, il veut les transformer, donc forcément il est content. Après s'être lavé le visage, pour que les 3 femmes puissent le reconnaître, il se rendit dans la cour et dit « Vous payez les prix de votre méchanceté !» Il les attacha toutes 3... J'aime bien le truc qui descend. « De votre méchanceté !» Il se fout de notre gueule, la servante lui avait rien fait. Non mais elle était complice. Ah. Il les attacha toutes 3 à une corde et les emmena jusqu'à un moulin. Il frappa à la fenêtre, le meunier ouvrit et demanda ce qui se passait. « J'ai ici 3 méchants animaux, répondit-il, que je ne veux pas garder plus longtemps. Si vous voulez les prendre, les mettre à l'écurie et les nourrir, c'est comme je vous le dis. Je vous paierai ce que vous voudrez. » Mais pourquoi pas? Mais comment devrais-je les traiter? Le chasseur lui expliqua que la vieille ânesse, c'était la sorcière, devait être battue 3 fois par jour. Il n'a pas de preuves. Pas besoin de preuves. 3 fois par jour et il fallait lui donner qu'un seul repas quotidien. La seconde, c'était la servante. Il devait la battre 1 fois par jour, mais lui donner à manger 3 fois par 24 heures. Quant à la plus jeune, c'était la jeune fille. Il ne fallait pas la battre et lui donner 3 fois sa pitance quotidienne. Souhait. Car il ne pouvait se résoudre à ce qu'on bâtit la jeune fille. Il va y avoir un truc un peu zoophile qui va pas tarder à se passer. Ça va me rappeler les heures les plus sombres de l'armée américaine en Afghanistan. Sur quoi, il retourna au château et y trouva ce dont il avait besoin. Quelques jours plus tard, le meunier vint le trouver et lui annonça que la vieille ânesse, celle qu'il avait beaucoup battue en ne lui donnant que peu à manger, était morte. Oh, les 2 autres, ajouta-t-il, ne sont pas mortes et je leur donne 3 repas par jour, mais elles sont si tristes qu'elles ne survivront pas longtemps, je pense. Le chasseur fut pris de pitié. Il oublia sa colère et demanda au meunier de les lui rendre. Quand ils arrivèrent, il leur donna à manger de la salade bénéfique pour qu'elle reprenne la figure humaine. La jeune fille se jeta à ses genoux et dit « Ah, mon aimé, pardonnez-moi pour le mal que je vous ai fait. Ma mère m'y avait contrainte, j'ai agi contre ma volonté. Car je vous aime d'amour, et je vais boire ce qu'il faut pour rendre le cœur de l'oiseau. » Le chasseur avait changé d'idée. « Garde-le, dit-il.
Cela n'a plus d'importance puisque je veux que tu deviennes ma femme. Le mariage fut célébré et ils vécurent ensemble dans le bonheur jusqu'à leur mort. Très prochaine. Très prochaine. Bonjour Panda, bonjour, comment vas-tu? Comment ça va? Merci de passer. Tu arrives pile pour affaires sensibles. Néanmoins, je vais faire une toute petite pause pour aller au Wattais et je reviens tout de suite. Re. On y est. Re. Alors, donc bonjour Panda, ça peut aller et toi? Ça va. Ça va. Mon timing alors. Quelle est l'affaire sensible today? Alors il faut changer un petit peu de... Ah oui, non, par contre, ça marche pas, parce que du coup, vous avez pas la boîte de chat. Voilà. Faut changer un petit peu. J'ai une fuite chez moi, le type vient de m'appeler, il veut passer demain matin à 8h30, mais je dois être au boulot demain à 8h30, donc le bordel. Ah, merde. Merde. Bon, bah, courage. Courage. Attends. Donc, normalement, là, c'est bon. Ça marche. Aujourd'hui, nous allons passer dans Affaires sensibles. Affaires sensibles avec Fabrice Druel. Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, les miches de Madame Michka. L'histoire de la boulangerie maudite, qui n'a pas un jour en se réveillant un matin rêvé d'une bonne grosse miche de pain. Dans la boulangerie de Madame Michka, réputée à Barbeton-les-Bains, la petite ville balnéaire de plus de 7500 habitants est réputée pour ses cures thermales. Les clients se bousculent. Tous veulent goûter aux fameuses miches de Madame Michka. Ces miches qui ont fait la fierté de cette petite boulangère de province, connue maintenant de tous, et même en dehors de la France. Elles sont réputées grosses, fermes, et pourtant tendres à l'intérieur. Un véritable plaisir pour les yeux, disent certains, une rêverie gustative pour les autres. Mais ce n'est pas le cas de Robert Guilutru, ce petit forgeron pianiste, bien connu dans la région et même respecté. Quand ils le croisent, les gens le saluent. Tiens, c'est Robert Guilutru qu'ils disent. Viens donc boire un coup, disent d'autres. Non, je vais chercher mes miches. C'est comme une litanie, une comptine, qui se répand dans le village pendant son passage. Véritable attraction de la ville, les gens l'aiment bien. Pourtant, tous sont loin de se douter de la tragédie qui va s'abattre sur Robert Guilutru. Ce 31 février 1999, Robert entre dans la boulangerie,
bien décidé à aller tâter sa miche quotidienne. Mais en rentrant, quelque chose le surprend. Aucune odeur de miche. La boulangerie semble vide. Les pains ne sont pas sur les étals. Et pire, Madame Michka, réputée pour son accueil, sa ponctualité, son sourire et ses miches, n'est pas présente pour accueillir le brave homme. Habitué de la première heure, pourtant. Le froid s'abat soudain sur la pièce. Je me suis retrouvé comme gelé de l'intérieur, un gel inexplicable figeant mes os. Robert Guilutru est formel. Il se passe quelque chose d'étrange dans la boulangerie de Madame Michka. La suite est floue. Des passants dans la rue entendent des cris, des hurlements, une voix qui s'élève des fenêtres de la boulangerie. Vous n'aurez pas mes miches. Robert Guilutru ressort de la boulangerie en courant. Selon ses dires, il a vu une femme, blanche comme neige, nue, flotter au-dessus du comptoir. Personne ne le croit, car comme tout le monde le sait, Robert a tendance à la boisson un peu trop abusivement, et notamment la vipérine, qui, selon lui, a des vertus thérapeutiques. Pourtant, le lendemain, une nouvelle cliente rentre dans la boulangerie de bon matin. Josiane Blanchette, retraitée sans histoire, si ce n'est son commerce illégal de chaussettes en alpaga. Elle rentre dans la boulangerie à 7h30. À 7h32, un nouveau quidam pénètre lui aussi dans le commerce et trouve Josiane, morte. Elle est allongée sur le dos, 2 grosses miches enfoncées dans la gorge. Les soupçons se portent d'abord sur Robert Guilutru. Il est le coupable idéal, le dernier, à être entré dans la boulangerie la veille. Il aurait pu s'y cacher et la tuer, et tuer la malheureuse le lendemain. Il est arrêté et enfermé au commissariat de Jouy-en-Josas. Mais le jour suivant, un autre cadavre, avec le même modus operandi, y est retrouvé. Cette fois c'est sûr, c'est un serial killer qui est à l'œuvre. Et toujours aucune nouvelle de Madame Michka. Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, nous parlerons de cette terrible histoire, encore irrésolue, la boulangerie maudite. Voilà. Voilà. C'est le premier que j'écris tout seul. Alors il y a peut-être des choses à améliorer. Le serial killer marche bien ici. Ouais, ça. Voilà, il y a peut-être des choses à améliorer. Je sais pas. Moi, je suis plutôt content de cette première prestation, pour être tout à fait honnête avec vous. Je suis fan. Il y en aura un autre la semaine prochaine. Voilà. Bon, bah écoutez, on arrive tranquillement sur la fin du live, là. Je sais que c'est normal qu'il n'y ait pas eu beaucoup de monde, mais on a quand même eu pas mal de gens qui sont passés. Merci à tous ceux qui sont passés regarder le live, merci beaucoup. N'hésitez surtout pas à suivre la chaîne si ça vous plaît. Si vous allez sur Instagram, c'est souvent là où je poste les annonces de live et de petites bêtises, parce que je dis souvent des bêtises. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi ce live. Je vous donne rendez-vous demain soir pour la fin de A Plague Tale for Innocence à 18h30. J'espère vous y voir, si vous pouvez. Donc ouais, là je presse un peu la fin du live parce que j'ai des trucs à faire de mon côté. Mais la semaine prochaine, ce sera encore un peu différent, je pense. En tout cas, je vous souhaite une très bonne fin de week-end. Oui, merci aux nouveaux et merci aux gens qui discutent dans le chat, même si c'est pas longtemps. Ça fait vraiment plaisir et ça fait vraiment du bien.